Bonjour internet, aujourd'hui j'avais envie de faire une vidéo un petit peu de discussion détendue, pas vraiment préparée, sur une question qu'on me pose souvent. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, cette question c'est comment tu fais pour lire autant. J'avais envie de répondre à cette question d'une manière un petit peu en proposant des réflexions autour de la lecture, mais aussi en proposant une réflexion sociologique en fait sur mon propre parcours et sur les raisons qui font que je suis une personne qui lit énormément. Donc voilà, florilège de réflexion là-dessus, avec parfois certainement des raccourcis, des idées générales à nuancer, mais ça me semblait un sujet important à traiter et peut-être que ça peut vous apporter vous aussi des clés de réflexion sur votre propre rapport à la lecture et sur les sentiments un petit peu ambivalents qu'on peut ressentir par rapport à la lecture et aussi par rapport aux personnes qui lisent beaucoup et qui parlent de leur lecture par exemple sur YouTube comme moi je le fais. La question en elle-même, comment tu fais pour lire autant, elle est intéressante et il y aurait beaucoup à dire dessus. Déjà parce qu'on sent déjà sous-tendu dans cette question le fait que l'activité de lecture et le fait d'avoir lu en soi-même, c'est quelque chose qui est plutôt assez valorisé socialement. La lecture c'est quand même perçu comme une bonne chose, à la fois c'est une bonne chose en tant que divertissement. On va quand même avoir tendance à valoriser beaucoup plus quelqu'un qui est en train de lire que quelqu'un qui est en train de jouer à un jeu vidéo par exemple. Et puis même en tant que méthode pour engranger des connaissances, c'est quelque chose qui est canoniquement décrit comme une démarche sérieuse, une démarche légitime quoi, pour se renseigner sur quelque chose que de lire des livres à son sujet, alors que moi à titre personnel je connais des personnes qui sont extrêmement spécialisées dans des domaines dans lesquels elles ont engrangé énormément de connaissances à travers tout un tas de médias et tout un tas de vecteurs de connaissances qui ne sont pas du tout les livres. Par exemple les documentaires, par exemple la radio, par exemple la télévision, par exemple écouter des conférences sur YouTube et sur internet. Bref, il y a plein de manières d'apprendre énormément de choses et de se renseigner sur énormément de sujets, mais la lecture est une façon de se renseigner qui est un petit peu différente et qui est assez valorisée socialement. Je pense qu'il y a énormément de raisons à ça et que je vais pas essayer de les détailler ou de les rechercher ici, mais je pense qu'on peut dire déjà que la lecture ça renvoie à l'école, ça renvoie à un mode d'apprentissage qui nous a été inculqué depuis très jeune et qui est perçu comme la bonne façon de faire et la bonne façon de se renseigner et d'apprendre des choses. Donc dire ça, ça m'amène à la chose dont je vais vous parler principalement dans cette vidéo, c'est-à-dire mon parcours, ce qui m'a amené à être une personne qui lit énormément et une personne qui même fait la démarche donc de vous en parler en vidéo. En fait, je pense que cette capacité à lire beaucoup en termes de quantité et cette attirance pour la lecture en quantité, ce n'est pas quelque chose qui m'est uniquement attribuable à moi en tant qu'individu, à des qualités ou des défauts ou des goûts qui me seraient complètement propres et qui seraient complètement détachée de la société dans laquelle je vis, de la manière dont j'ai été éduquée et de l'influence de tout un tas de choses sur mon parcours et sur ma construction. Moi j'ai grandi dans une famille qui n'avait vraiment pas un très grand capital économique, c'est-à-dire que je n'ai pas grandi dans un milieu bourgeois, j'ai grandi dans un milieu de petite classe moyenne. Je pense qu'économiquement ça se situerait comme ça, mais mes parents, même s'ils n'avaient vraiment pas, notamment quand j'étais vraiment très petite, un grand capital économique, c'était des personnes qui avaient un certain capital culturel. Alors quand je dis que mes parents avaient un capital culturel, c'est-à-dire que ma mère, même si elle ne gagnait pas énormément d'argent, c'était quelqu'un qui avait reçu une éducation quand même assez culturellement riche. Et par exemple, ma mère a fait pendant une partie de sa vie un parcours dans des études de musique et en particulier des études de musique classique. Donc dans ma famille, même s'il n'y avait pas des facilités économiques de fou, il y avait des facilités culturelles, c'est-à-dire qu'il y avait de manière diffuse un accès assez privilégié à la culture, aux arts et donc un peu à la connaissance de manière générale. Et mes parents, en fait, de manière un petit peu inconsciente, avaient conscience que le capital culturel, c'était un peu le seul capital qu'ils avaient. Et en fait, ce capital culturel, toujours de manière inconsciente, c'est quelque chose qu'ils ont beaucoup entretenu et qu'ils ont beaucoup fait fructifier dans l'éducation de leurs enfants. Donc pour parler spécifiquement de la lecture, mes parents, c'était deux personnes qui lisaient beaucoup, alors qu'ils lisaient pas les mêmes livres, qui lisaient pas forcément des ouvrages classiques ou de culture légitime, mais par exemple, ma mère, dans le cadre de ses études, a été amenée à lire beaucoup de philosophie. Mon père, il lisait énormément de choses et de manière générale, il avait un attrait assez prononcé pour les arts, en particulier pour le cinéma par exemple, mais aussi pour la bande dessinée. Et en fait tout cela passait quand même énormément par l'objet lire, parce que donc comme dit, mes parents déjà lisaient beaucoup, mais aussi ils nous ont lu, à mes frères et moi, beaucoup d'histoires, ils nous ont très tôt amenés vers l'objet livre. Et en fait de manière assez prosaïque, chez moi il y avait des livres partout, et il y avait en particulier
des bandes dessinées partout. Donc la bande dessinée, c'est quand même un objet qui, lorsqu'on est enfant, va vraiment faciliter lorsqu'il est accessible et lorsqu'en plus vous en avez de plein d'univers et de plein de couleurs et de plein d'esthétiques et de plein de types d'histoires différentes à disposition. Ça va vous amener quand même assez vite à avoir une facilité avec l'objet livre et avoir aussi un goût pour les histoires racontées par du papier en quelque sorte. Et ça, c'était d'autant plus favorisé que, comme je le disais juste avant, mes parents, ils nous lisaient des histoires, ils lisaient les livres avec nous et que donc on était accompagnés vraiment dans le développement de cet imaginaire et dans le développement de cette familiarité avec ce type d'objet, quoi. Après, ça c'est quelque chose que mon père par exemple il a beaucoup entretenu parce que ensuite tout au long de mon enfance et de mon adolescence, mon père a vraiment veillé à alimenter ce goût pour la lecture, notamment en s'intéressant de manière assez spécifique à chaque fois à ce qui m'intéressait à l'âge auquel j'avais et en se débrouillant toujours pour trouver du carburant en quelque sorte. Enfin, je me souviens que régulièrement mon père il revenait par exemple de brocante parce que comme on n'avait pas un budget de fou, c'était plus facile d'acheter beaucoup de livres dans les brocantes et il essayait tout le temps de trouver des histoires, des imaginaires ou des auteurs qui allaient être susceptibles de me plaire, y compris si lui il les avait pas lus du tout, quoi. Il essayait vraiment de fonctionner de manière assez instinctive par rapport à ça et ça c'est quelque chose qui forcément m'a beaucoup nourri et m'a beaucoup influencé, a permis non seulement d'avoir ce goût pour la lecture mais aussi de le cultiver, quoi. Et ça c'est forcé que ça a eu une influence énorme parce que je pense qu'il est logique qu'il soit beaucoup plus difficile de s'approprier ce type d'objet, ce type d'occupation, ce type de divertissement lorsqu'on le découvre à l'école par exemple que lorsque c'est déjà extrêmement présent dans l'entourage quotidien. Et en fait je pense que la meilleure preuve que je puisse donner que cette omniprésence des livres et que cette attention, mais je pense encore une fois très inconsciente et très instinctive de la part de mes parents, d'être très attentif à ça, d'entretenir ce goût-là chez moi. La preuve en tout cas, à mon sens, enfin l'une des preuves que ça a fonctionné et que ça a joué un rôle important, c'est que dans ma fratrie, j'ai un frère qui est très 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 proche en âge de moi, donc on a vraiment vécu l'éducation de mes parents de manière temporellement très rapprochée, on va dire, et ce frère-là a développé comme moi, toujours à l'âge adulte, un goût extrêmement prononcé pour la lecture, et donc par exemple quand on était enfant, ça c'est quelque chose qui a vraiment renforcé aussi tout ce goût pour la littérature, c'est que la lecture ne s'est pas limitée pour moi à une expérience totalement personnelle et individuelle. Je lisais avec mon frère en fait, et souvent mon frère et moi on lisait les mêmes livres, une fois qu'il y en avait un qui l'avait terminé, il passait le livre à l'autre, c'est comme ça qu'on a lu les Harry Potter par exemple, et ça fait que par exemple les histoires qu'on lisait dans les livres, ensuite elles se retrouvaient dans nos jeux, ensuite elles se retrouvaient dans nos discussions, ensuite on faisait des débats, on se faisait même des affreux traquenards quand il y avait un qui lisait un livre en premier, il faisait croire qu'il se passait des trucs à l'autre, et en fait c'était pas du tout vrai, enfin bref. Tout ça, ça a contribué à rendre la lecture comme quelque chose, pour moi dans ma vie, d'extrêmement positif, et pas du tout une punition rébarbative comme ça peut malheureusement l'être pour tout un tas de personnes. Et donc tout ça, ça fait que lorsque vous arrivez à l'école, vous êtes extrêmement bien câblé, extrêmement bien préparé, déjà par la familiarité avec le livre, par la maîtrise de certains codes, par la facilité à aller chercher des informations, à chercher de la compréhension dans du texte, etc. Et c'est là qu'on voit à quel point les théories sociologiques et notamment les théories bourdieusiennes peuvent totalement se vérifier dans le sens où moi je suis arrivée à l'école peut-être pas avec un grand privilège économique mais avec un grand privilège culturel de par cet accès à la lecture, de par cet accompagnement dans la lecture qui a fait que ensuite, tout ce qui a pu se passer à l'école autour du livre, autour de la narration, autour de l'écriture, c'est des choses que moi j'ai extrêmement bien vécues et pour lesquelles, encore une fois, j'ai profité vraiment de privilèges. Du coup, ça fait tout un tas de choses qui se renforcent les unes les autres, c'est-à-dire que vous avez appris à maîtriser certains codes, vous en avez fait quelque chose de super positif dans la vie quotidienne avec vos proches, et en plus c'est quelque chose qui vous sert à l'école, qui vous valorise socialement. Et là je pense que j'ai pas besoin de détailler à quel point c'est absolument pas le cas pour tout le monde, et vraiment pas pour des raisons qui sont spécifiques aux individus, mais parce que donc dans le milieu familial, dans un certain nombre de bonnes dispositions familiales et de bonnes dispositions sociales et de bonnes dispositions vraiment structurelles, combinées au fait que dans sa structure l'école va... je sais plus c'est quoi le début de ma phrase. Bref, tout ça fait que
Gros cercle vertueux, lecture positive, lecture valorisée socialement, lecture qui te permet en plus d'obtenir des bonnes notes, d'engranger des connaissances, etc. Et j'ai même pas mentionné par ailleurs le fait de ne pas avoir de difficultés telles que de la dyslexie, telles que tout un tas de neuroatypies qui vont rendre aussi des difficultés pour la lecture. Enfin moi j'ai l'impression d'avoir vraiment eu quand même le tapis rouge et les situations absolument idéales pour développer cette compétence et pour développer ce goût et cet accès au livre quoi. Et en plus, pour vous raconter quand même une anecdote à la con, j'ai l'impression d'avoir quand même retenu assez vite que aller chercher des informations dans les livres et s'en servir pour argumenter sur quelque chose, c'était quelque chose qui allait être beaucoup plus pris au sérieux et qui allait vraiment apporter du crédit à ce que je racontais. Ça, j'ai l'impression de l'avoir compris hyper vite et hyper tôt. Donc la meilleure anecdote, je pense qu'on peut utiliser pour refléter ça, et ça c'est une anecdote que ma mère adore raconter. Comme énormément d'ados à travers le monde, lorsque j'étais en fin de collège, je discutaillais avec ma mère pour qu'elle me laisse aller à des soirées avec d'autres ados de mon âge. Et un jour, alors qu'on avait une discussion comme ça, je suis allée dans sa bibliothèque et en fait j'ai pris un livre de Françoise Dolto qui s'appelait La cause des adolescents, je crois, ou La cause adolescente. Enfin, il y avait adolescent dans le titre. Et j'ai feuilleté le livre de Françoise Dolto jusqu'à trouver un tableau dans lequel Françoise Dolto, elle détaille un peu des étapes canoniques de prise d'indépendance des adolescents et des adolescentes, avec un âge approximatif à chaque fois qui correspondait. Et j'étais allée voir ma mère avec ce tableau en lui disant bah regarde, dans le livre de Françoise Dolto, elle montre bien qu'à mon âge c'est normal que je me retire sensiblement des activités familiales. Et donc ma mère évidemment elle avait été morte de rire quoi, je pense, de cet argumentaire tout à fait sérieux et construit. Donc là je raconte ça en rigolant, mais c'est pour montrer quand même que assez tôt j'avais capté, tu vois, que si tu veux argumenter quelque chose, que si tu veux convaincre quelqu'un, c'est quand même bien d'aller récupérer des arguments dans des livres et de les montrer sur du papier, que ça a une valeur symbolique aussi qui est assez forte quoi. Donc en tant que personne qui avait envie d'avoir un maximum d'indépendance, il était tout à fait dans mon intérêt de lire davantage, de me renseigner davantage pour être capable d'argumenter et de soutenir des discours en faveur de mon indépendance. Et aussi, pour rester sur un peu cette temporalité de l'adolescence, comme moi la lecture c'était quelque chose de très positif pour moi, ça a aussi pu être un vecteur assez privilégié d'évasion, et cet accès à la lecture encore une fois c'est renforcé et c'est fluidifié par le fait que étant donné que la lecture est quelque chose de globalement valorisé socialement, on me laissait beaucoup plus volontiers m'évader dans la lecture et dans la littérature qu'on ne m'aurait laissé m'évader avec le même volume horaire et avec la même intensité, m'évader par exemple dans du jeu vidéo. Donc je vais pas prendre l'exemple du jeu vidéo à chaque fois, mais c'est pour vous montrer que l'accès, la maîtrise des codes, le fait que ce soit valorisé socialement et que du coup on te laisse tranquille pour qu'encore plus tu continues à t'approprier les codes et à en faire quelque chose de positif, etc. C'est toujours renforcé, et c'est vraiment ce cercle vertueux qui ne s'arrête jamais quoi. Ensuite, et ça j'ai pensé que c'était important de le préciser, notamment après avoir discuté avec Dara de cette question en live. Si jamais ça vous intéresse, j'ai fait un live avec Dara que vous pouvez retrouver sur mon compte Instagram littéraire Margorito, je mettrai le lien en barre d'infos. On discutait de littérature et d'accès privilégié aux livres, et en fait je pense aussi que donc dans la suite de mon parcours, il a été tout à fait profitable à ma capacité à lire beaucoup, de ne pas faire d'études de lettres en fait, de manière assez paradoxale. Et ça, bon, c'est peut-être un peu expérimental parce que ce que je suis en train de dire, parce qu'on sait pas en fait ce qui se serait passé si j'avais fait des études en lien avec la littérature ou les sciences humaines. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça m'a préservé d'une relation forcée au livre, et donc potentiellement d'expériences parfois qui sont des expériences assez douloureuses qui peuvent, une fois à l'âge adulte, rendre la lecture en tant que divertissement, mais aussi la lecture en tant que recherche d'information, quelque chose qui soit assez rebutant et imprégné de souvenirs plutôt négatifs, ou de souvenirs un peu de l'ordre de la performance, ou de souvenirs qui vont dénaturer un petit peu le rapport plus affectif et plus sympathique qu'on va avoir à la lecture quoi. Donc comme moi j'ai pas fait d'études de lettres, ce rapport positif au livre, encore une fois, il a vraiment gardé toute sa fraîcheur et toute son entièreté, et ça a toujours du coup été un espace d'évasion et un espace de recherche d'information qui était un espace totalement personnel quoi. Et donc ça, je pense aussi que ça
Ça participe aussi au fait que maintenant j'ai des lectures qui sont assez politisées, qui sont assez... où parfois je peux vraiment trouver du plaisir à lire par exemple des ouvrages de sociologie ou des ouvrages d'histoire qui pourront être un petit peu complexes et rébarbatifs, mais où moi c'est quelque chose qui va être hyper positif pour moi parce que j'ai eu la chance de garder ce côté complètement récréatif et complètement libre, quoi. Et donc tout ce que je viens de vous raconter là, en fait à mon avis ça explique beaucoup où j'en suis aujourd'hui et donc pourquoi je lis autant aujourd'hui. Donc si on parle un petit peu de ma situation actuelle, du coup j'ai fait fructifier le capital culturel que m'ont transmis mes parents, en entretenant aussi une culture générale un peu diffuse, même si je suis pas allée très très loin dans des grandes études. J'ai pu choisir un métier qui était un métier artistique et un métier que j'ai choisi. Ce métier du coup m'apporte encore un certain nombre de privilèges qui favorisent aussi cette quantité de lecture assez grande. Par exemple, comme c'est un métier que j'ai choisi et qui me plaît, je ne souffre pas d'une fatigue mentale et d'une fatigue physique qui m'empêche de consacrer le temps qu'il me reste à côté de mon travail à des loisirs qui vont être un petit peu mobilisants mentalement. En fait, si vous faites un travail que vous détestez, si vous faites un travail qui ne vous permet pas de vous épargner physiquement et de vous épargner mentalement, quelles qu'en soient les raisons, il est normal de ne pas avoir les mêmes ressources et de ne pas avoir la même capacité ensuite de mobiliser son esprit et son corps dans des loisirs comme la lecture en fait. Donc cette situation professionnelle là, elle me favorise dans la quantité de lecture que je peux faire et dans le temps et l'énergie mentale et physique que je peux consacrer à la lecture. Et puis tout un tas de facteurs ensuite qui s'ajoutent, le fait que je n'ai pas d'enfants, le fait que j'habite dans une petite ville et que donc je n'ai pas de déplacement en transport en commun extrêmement long comme on peut l'avoir quand on vit dans une très grande ville ou comme on peut l'avoir quand on vit en milieu rural, parfois très loin de son lieu de travail. Bref, je vais pas vous détailler les couches qui se superposent et qui composent mon emploi du temps et ma vie, mais c'est pour vous dire que toute mon éducation et tous les privilèges culturels qui ne sont pas des privilèges économiques mais qui sont des privilèges réels dont j'ai bénéficié au cours de ma vie se combinent donc à une situation actuelle à l'âge adulte qui est quand même extrêmement favorable à la lecture et à la grande quantité de lecture. Et en fait, je pense pourquoi je vous raconte tout ça, c'est pas pour me vanter ou pour faire la meuf qui a eu une vie absolument géniale et machin, enfin là je vous parle vraiment de... disons que je vous raconte des choses là qui servent ma démonstration. Ce que je veux essayer de montrer en fait en disant tout ça, c'est que la lecture en fait comme quasiment tout, ce n'est pas quelque chose pour lequel on est égaux et pour lequel on est égal. Il y a énormément de choses qui rentrent en jeu, il y a énormément de choses qui rentrent en ligne de compte et il y a donc énormément de privilèges, énormément de circonstances favorables qui font qu'on va être une personne qui peut se permettre d'accumuler énormément de lectures. Et en fait je pense qu'on a beaucoup tendance à analyser la question du privilège sous l'angle strictement économique, et en fait c'est quelque chose qui est déjà très pensé dans la sociologie et dans l'analyse sociologique. Il y a énormément d'autres facteurs et d'autres privilèges, d'autres types de privilèges qui peuvent rentrer en ligne de compte. Je pense que si vous regardez cette vidéo et que vous ressentez de la culpabilité ou de la honte liée au fait que vous ne lisez pas beaucoup à votre sens ou que vous ne lisez pas assez à votre sens, prendre conscience de ces questions de privilèges d'ordre temporel, de privilèges d'ordre culturel, de privilèges qui sont liés aux structures sociales et qui sont liés aussi à votre situation actuelle ou à votre situation lorsque vous étiez enfant ou adolescente. Ça peut peut-être permettre de mettre à distance ce sentiment de honte et ce sentiment de culpabilité, encore une fois en gardant à l'esprit qu'aussi la lecture c'est quelque chose qui est très valorisé socialement et que ça c'est des choses pour lesquelles il y aurait énormément à dire et énormément d'analyses à faire sur la place de la lecture et sur la place de la lecture et de l'écriture dans notre éducation. Et je pense qu'aussi le capital culturel et l'accès aux livres et l'accès à la littérature, ça se place aussi dans quelque chose qui peut être un petit peu plus diffus et qu'en fait le simple fait que vous soyez en train de regarder une vidéo qui parle de lecture, qui parle de livres et qui parle de sociologie, même si vous n'êtes pas physiquement en train de lire un livre à ce moment-là, vous êtes en train d'entretenir un capital culturel diffus, vous êtes en train
d'apprendre des choses qui vont vous permettre ensuite de replacer certaines notions, de replacer certains livres dans quelque chose de plus vaste et dans quelque chose de plus général en fait que le fait de lire un livre de bout en bout. Et que, encore une fois, il y a énormément d'autres manières de s'approprier le contenu des livres et de s'approprier les connaissances que le temps passé physiquement à lire un livre du début à la fin. Et ça, c'est des choses aussi pour lesquelles on n'est pas égaux et égal, parce qu'il y a des personnes qui grandissent dans des familles où ils entendent parler de plein de choses très tôt. Enfin pareil, encore une fois, pendant le live avec Dara, par exemple, Dara, elle parlait de Balzac et elle parlait d'un roman de Balzac qui s'appelle Le Père Goriot et dans lequel il y a un personnage qui s'appelle Rastignac. Et moi, étant donné que j'ai un certain capital culturel mais qui est un peu diffus, je n'ai jamais lu Le Père Goriot de Balzac, mais je sais qu'il y a un personnage qui s'appelle Rastignac dedans et que ce personnage il fait blablabla blablabla, et que donc lorsque quelqu'un va parler de Rastignac, je vais être capable de le situer quand même à un endroit, même si j'ai jamais lu ce livre. Bref, j'ai l'impression d'être en train de partir dans tous les sens là et de parler au final de capital culturel alors que je voulais parler de lecture, mais c'était pour dire en tout cas que comment tu fais pour lire autant, il est un peu complexe et qu'il est un petit peu lié à plein de choses qui sont super importantes selon moi. Donc là j'espère que je vous ai pas trop perdu avec mon explication. En fait cette vidéo elle consiste pas à expliquer, à donner des astuces pour lire davantage parce qu'en fait j'en ai pas quoi. La seule astuce que je pourrais donner c'est éteignez votre téléphone portable. Par exemple, moi des fois je me force à mettre mon téléphone en mode avion et ensuite je mets un chrono de 20 minutes par exemple pour m'obliger à lire pendant 20 minutes et à faire que ça. Voilà, c'est la seule astuce que je peux donner, mais encore une fois cette astuce elle ne rime à rien par rapport à tout ce qui dans votre trajectoire va faire que peut-être vous n'avez pas autant de temps, que peut-être vous n'avez pas autant d'énergie, que peut-être vous n'avez pas autant de force mentale ou de choses qui ont favorisé dans votre parcours le développement de compétences facilitées à la lecture et d'accès facilité à la culture légitime, et qu'en fait c'est ok et qu'en fait c'est pas grave. Voilà, j'espère que c'était pas trop confus, je pense qu'il y aurait encore plein de choses à dire et peut-être que je rajouterai encore des choses dans une deuxième vidéo pour développer un peu ces aspects, mais voilà, j'avais envie de dire ça, j'avais envie de parler de ça et j'avais aussi envie de me situer un peu en quelque sorte pour déconstruire un petit peu aussi cette image de la personne qui lit beaucoup et que c'est formidable et qu'elle a quand même beaucoup de volonté et beaucoup d'intelligence, ce mot qui est un petit peu problématique, mais bref, qu'elle a beaucoup de qualités personnelles qui font d'elle une grande lectrice et que c'est vachement bien. En fait il y a beaucoup plus de choses qui rentrent en compte et en fait c'est vachement compliqué et qu'en fait notre rapport personnel et individuel à la lecture et à la littérature est traversé par des enjeux sociaux et par des enjeux structurels qui sont beaucoup plus vastes que nous. Voilà. Je pense que c'est ça que j'avais envie de dire et j'espère que je ne l'ai pas dit de manière trop brouillonne et que ça vous a intéressé. Si ça vous a intéressé, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter pour me dire ce que vous avez pensé de toutes ces réflexions et où vous situez dans votre rapport à la lecture. Est-ce que vous aussi vous avez bénéficié d'un capital culturel et d'un accès favorisé aux livres comme moi, ou alors est-ce que pour vous ça s'est passé différemment? Ça m'intéresse beaucoup, donc n'hésitez pas à me raconter dans les commentaires en message privé. J'espère avoir été claire, j'espère ne pas avoir blesser qui que ce soit de manière involontaire. Je peux être maladroite et j'ai encore plein de choses à apprendre, donc c'est pareil, je suis vraiment hyper ouverte à la critique. Et il y a aussi tout un tas de notions sociologiques que je maîtrise pas encore tout à fait, donc je m'excuse vraiment pour toutes les généralités et toutes les phrases un peu toutes faites que sûrement j'ai faites dans cette vidéo, mais voilà, c'était une discussion, j'espère qu'elle vous a intéressé et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.